Pendant d'interminables heures, ces migrants traversent le Sahara en direction du Niger, dans des conditions extrêmes. Environ 2000 migrants ont tenté ce vendredi de prendre d'assaut la frontière séparant l'enclave espagnole de Melilla du Maroc. Au moins 18 d'entre eux ont trouvé la mort et près d'une quinzaine ont été blessés dans des bousculades et en chutant de la clôture de fer qui délimite la séparation entre les deux pays. L'Espagne a dépêché des renforts militaires à la frontière de Ceuta pour tenter de contenir le flot de migrants qui arrivent à la nage depuis 2 jours. Nous tous on va mourir, nous tous on va mourir, frappez-nous, on va mourir. Yopougon, un quartier populaire situé dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est là que tout a commencé pour Adama Traoré, ce jeune Ivoirien qui a décidé de rentrer au pays grâce au programme de retour volontaire initié par le gouvernement ivoirien. Malgré plusieurs tentatives pour rejoindre l'Europe et ayant été emprisonné, bastonné, escroqué à plusieurs reprises, Adama Traoré a décidé de nous recevoir afin de parler à cœur ouvert de cette périlleuse aventure qui aurait pu lui coûter la vie. Bonjour, aujourd'hui je me présente Traoré Adama. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon parcours. Présentement à Abidjan, Yopougon Pauvre 2. Mon parcours a commencé ici, je suis chez moi comme ça, c'est ici ça a commencé en 2018. Expliquez-nous votre parcours de la Côte d'Ivoire au Niger en passant par l'Algérie et le Maroc. D'abord, avant d'arriver au Niger, j'ai décollé ici pour l'Espagne, mais j'ai fait l'escale d'abord au Maroc pour pouvoir traverser par la mer Méditerranée pour entrer en Espagne. Et j'ai fait plusieurs tentatives sur la mer Méditerranée qui n'a pas marché. On a eu des Zodiacs qui sont percés par Nador. On a été sauvegardés par les marins marocains qui nous ont même envoyés en prison. On a fait plusieurs mois là. Après, on nous a refait sortir. On a tenté aussi la barrière du Maroc qui se trouve précisément à Nador, ceux qui connaissent Melilla. Bon, plusieurs tentatives. Même la tentative de la fin 2022 où ils ont eu à tirer sur des migrants qu'ils ont essayé de franchir la barrière. J'étais même dedans. Mais malheureusement, je suis sorti sain, sauf la balle ne m'a pas trouvé. Quelles ont été vos motivations pour tenter cette périlleuse aventure? Ce qui m'a motivé à aller à l'aventure, c'est que je n'avais pas d'objectif fixe étant en Côte d'Ivoire. Je n'avais pas de boulot garanti. Je ne faisais rien de garanti ici en Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'a poussé à sortir. Alors dites-nous comment vous avez préparé votre voyage, où vous avez eu les fonds pour pouvoir effectuer ce voyage, cette aventure. Bon, je ne peux pas dire que j'ai été aidé. Pour trouver l'argent, vraiment, ça n'a pas été facile parce que j'ai commencé l'aventure même ici d'abord en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai fait à peu près tout. J'ai travaillé à la zone industrielle. Je faisais aussi le lavage. En même temps, je faisais aussi le lavage, même le balançage de baka, je faisais ça. Je faisais tout en même temps. Quand je vais là-bas, j'ai fait aussi ici, j'ai fait aussi ici, un peu. J'ai économisé, puis j'ai dit je vais aller voir ailleurs ce que Dieu me réserve pour revenir chez moi. Quels ont été les dangers que vous avez rencontrés durant votre aventure? Bon, quand je suis quitté au Maroc pour arriver en Algérie, j'ai essayé aussi de tenter Sahara occidental, qui fait aussi frontière avec l'Algérie. J'ai essayé de rentrer là-bas, j'ai fait quelques jours. Je dirais 6 jours comme ça, parce que là, je suis allé pour un travail dehors, pour aller, ce qu'on appelle le daman, je suis allé faire un travail. Et là encore, les Arabes nous ont malonisés parce qu'on a eu beaucoup. Plus de 1 kg et quelques. Ça partait dans un truc de près de 40 à 40 et quelques millions en CFA. Bon, le gars devrait nous donner notre pourcentage, ça faisait 40%. Parce que lui, il a 60%, on était 6. Il était le seul Ivoirien, les autres, ce sont les Maliens. Jusqu'à présent, ils se sont retournés même là-bas en disant qu'ils vont aller chercher le gars parce qu'il a fui avec notre agent. Et il a appelé les policiers contre nous pour nous attraper, pour ne pas qu'on fasse sa recherche. Et pour ça, encore, ils sont allés nous mettre en prison en Algérie. À Tindouf, précisément à Tindouf. Ils sont allés nous mettre en prison. On a fait 2 mois de prison. Quand ils ont fini de nous juger, on a fait 2 mois de prison. Parce qu'on est venu, sur leur terre, venir travailler sans consentement, on n'a pas de papier. Alors que le patron qui nous a envoyé a fui avec notre agent, il ne parle pas de ça, mais il parle de nous enfermer. Donc vraiment, on a vécu des difficultés vraiment qu'on ne peut pas expliquer. Vraiment, c'est très difficile. Vous subissez des choses que personne ne peut vous aider. On vous menace de mort. On vous menace de mort. Parce qu'il y a des calaches même sur votre tête par rapport à votre argent. On peut vous agresser même sur la route. Surtout par le désert. Un arabe vous prend et vous dépose à quelque part là-bas. Il vous dit voilà, la route est là. Et vous partez, c'est même pas l'endroit où vous partez. Il vous dit ça fait des kilomètres, 15 km alors que ça dépasse ces 40, 50 km.
Et il y a des morts parfois parmi nous. Et ça arrive parce qu'on s'est dit que c'est l'aventure. Si tu meurs, bon, on continue la route parce qu'on a encore de l'espoir, on ne savait pas ce qu'on fait. Vous voyez. Et ces gens qui meurent en route, ils meurent de quoi? Ils ont été tués par quelqu'un ou bien c'est la fatigue, la soif qui a fait que ces personnes sont mortes? Ben, ça arrive parfois, souvent c'est la soif, souvent c'est la fatigue, mais parfois même ils sont tirés même par des Arabes eux-mêmes. Parce que parfois quand ils sortent sur vous, ils vous demandent de leur donner tout ce que vous avez, l'argent, le téléphone, tout. Et celui qui a pu cacher quelque chose, si on te fouille après, quand on voit par l'erreur parfois, ou bien même ils arrivent comme ça à tirer sur vous parce que tu les as menti. Ils tirent par exemple sur vous comme ça à cause d'un simple téléphone. Les filles d'abord, c'est nous, on nous frappe, on nous prend des trucs. Les filles, on les viole, on les maltraite. C'est pas facile quand on tue les filles comme ça, mais le viol, ça c'est tout à fait un truc que les Arabes ne voient pas, c'est en grand chose. Tu vois, parfois quand on vous arrête sur le désert, on veut vous piller, on met les filles à côté, on met les hommes à côté. Et on vous prend tout ce que vous avez sur vous. Et après, ils violent les filles devant vous tous. Mais vous ne pouvez rien faire. Si vous parlez même vous-même, on peut vous tuer. Parfois, c'est la famille complète qui est là. La femme avec son mari, son enfant. Mais devant son mari avec son fils, on viole la mère. Le mari ne peut rien dire. Donc, si je comprends bien, tout a été prémédité par les différents passeurs. Leur but, c'est de vous dépouiller de tous vos fonds, de tout ce que vous avez sur vous, malgré qu'ils vous ont mis dans le désert. Non, vous savez, ces gens-là ne peuvent pas savoir qu'on est en route pour aller dans un coin. Ce sont les mêmes passeurs qu'on les paye pour traverser. C'est les mêmes passeurs qui font une complicité avec ces personnes-là pour dire que ceux-là, ils ont de l'argent, pas de les agresser. Et c'est comme ça que ça se passe. En parlant de l'Algérie, vous pouvez un peu résumer votre vécu en Algérie? D'abord, la première fois qu'on m'a refoulé, quand je suis sorti de prison au Maroc, en Ador, on m'a envoyé en Algérie, Magania. J'ai fait plusieurs tentatives, j'essayais encore de rentrer au Maroc, je n'ai pas pu, donc je suis resté là-bas en Algérie, puisque tout le temps il y a le refoulement en Algérie. Donc on m'a pris de l'Algérie encore pour venir me jeter à quelque part là au Niger. Ce n'était pas ma première fois, mais j'ai fait le Niger 2 fois, donc je me suis encore retourné en Algérie encore, pour essayer d'aller travailler un peu, pour essayer de remonter encore sur le Maroc pour continuer mon chemin, mais ça n'a pas été facile. Parce que le désert, vraiment, je vous dis que c'est pas facile. Parfois, les Arabes vous attrapent, vous êtes plus de 1000 et quelques, ils déposent un petit truc au milieu de vous, quelques bidons d'eau, et puis ils vous disent, prenez. Il y a plus de 100 ou bien 150 personnes qui vont pouvoir prendre le bidon. Le reste, ils meurent de soif parce qu'ils n'ont pas à quoi boire, ils n'ont rien. Et même savent que ça ne peut pas vous suffire, mais ils vous donnent quand même. Et aussi, dans votre parcours, vous avez mentionné le trafic d'or. Si nous comprenions bien, certains y vont pour juste participer à ce trafic. Oui, il y a d'autres qui le font, mais moi, mon objectif, c'était d'aller en Europe. Mais comme la première fois à Fauché, quand on m'a envoyé en Algérie, donc le trafic d'or que j'ai commencé, c'était encore pour me faire un peu d'argent, pour pouvoir encore remonter encore, pour essayer d'aller tenter encore ma chance. Et bien, comme ça encore ça n'a pas marché parce qu'ils ont fait avec notre argent. Et c'est là même encore que c'est devenu encore plus pire. Parce que là encore, à partir de ce jour, les choses sont devenues plus difficiles encore. Comment essayer d'expliquer? Voilà. Pourquoi je dis les choses sont devenues difficiles? Parce que de un, pour nous-mêmes, notre argent, on nous a mis en prison pour rien. Avec tout ce que vous avez vécu, parlez-nous un peu de votre aventure au Niger. Comment vous avez fait pour arriver concrètement? Je dirais qu'avant d'aller au Niger, d'abord, on est la dernière ville de l'Algérie qui fait frontière avec Niger. On est arrivé là-bas à 17 h, on nous a pris plus de 200 bus. Les gens du refoulement, parce que moi je ne faisais pas partie du refoulement. Le refoulement c'est quoi? C'est ceux qui sont allés pour travailler en Algérie. Il y a d'autres qui veulent progresser, il y a d'autres qui sont allés spécialement pour aller travailler en Algérie. Et c'est ceux-là ils ont ramassé pour les mettre ensemble quand on les refoule chez eux. Et comme nous, nos cas, c'était pas pareil. Mais ils avaient dit qu'ils allaient aussi nous envoyer dans notre pays. Donc ils ont conclu de nous mettre avec ces gens-là pour nous envoyer tous au Niger. Et puis le reste, ils sont déjà débarrassés. C'est comme ça qu'ils sont arrivés au Niger. On nous a laissés sur le désert, à plus de 30 à 40 km de Assamaka. On nous a dit, bon, voilà, partez tout droit. Et on nous a donné quelques nourritures qui ne nous suffisent même pas. Parce que les nourritures qu'ils nous ont données ne nous suffisent pas. Et puis ils ont commencé à tirer en l'air avec les Kalachnikov en disant qu'il n'y en a qu'à commencer. Parce qu'ils jouent avec des armes là-bas. Donc ils ont commencé à tirer en nous disant qu'on n'a qu'à commencer. Chacun groupe, ce que tu as pu gagner, c'est ça. Si tu n'as pas pu gagner aussi, bon. Vous marchez, l'autre ne peut pas prendre un bidon d'eau et puis toi te donner alors que la route est longue. Donc si tu n'as pas gagné, si tu as pu survécu jusqu'à là-bas, c'est la grâce de Dieu.
Sinon, dans le cas contraire, tu vas rester aussi sur le désert. C'est comme ça que ça se passe. Connaissez-vous des personnes proches qui sont décédées dans le désert? Oui, 2 personnes. Par la soif. Parce qu'ils n'ont pas pu tenir la route. Nous, on est arrivé avant eux à Samaka. On a signalé qu'il y avait des gens encore derrière. Mais d'ici la voiture, parce qu'il y a une voiture qui allait chercher les femmes, des enfants, tout ça. D'ici la voiture va arriver à d'autres qui n'avaient plus de souffle. Parce qu'on a marché de 4 heures jusqu'à presque 14 heures, on est en train de marcher dans le désert. Il n'y a rien, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien, le soleil est là. On n'a pas de manger, de nourriture. Donc, ça n'a pas été facile pour nous. À vous entendre, on pourrait dire que les droits de l'homme n'existent quasiment pas. Ça n'existe même pas, et il ne passe même pas ça. Parce que si ça existait, même si vous décidez à refouler quelqu'un, au moins où vous voulez l'envoyer, partez lui déposer là-bas. Quand on parle des droits de l'homme, on parle de respecter l'homme d'abord, même si c'est un prisonnier, même s'il t'a volé, respecte au moins les droits qu'il a. Mais vous partez déposer quelqu'un dans le désert et puis vous le dites que de partir plusieurs kilomètres de là où vous devrez l'amener. Mais là, le droit de l'homme n'existe pas. Parce que là, il peut mourir même en route. Toi, ce n'est pas ton problème. Donc, c'est comme toi, tu cherches à te débarrasser de lui. Et là, on va parler des droits de l'homme. Comment vous avez été accueillis en famille? Comment vous avez pu surmonter le regard de certaines personnes dans votre quartier? Parce que c'est pas évident, c'est pas du tout facile. D'une part, c'est pas facile parce qu'il y a d'autres qui vont vous dire que vous n'avez pas fait l'effort. Il y a d'autres qui vont vous encourager que la vie, bon, c'est comme ça. Tout le monde n'a pas forcément la même chance. Parce que ça trouve que tu es sorti avec d'autres et ils sont rentrés. Et toi, tu n'es pas rentré. Et il y a d'autres aussi qui sont morts dans l'eau, toi, tu n'es pas mort. Donc, d'une part, on remercie Dieu. C'est vrai que tu n'es pas arrivé où tu partais, mais tu n'es pas aussi mort. Donc, toujours il y a l'espoir. On peut développer autre chose. Donc, ces gens-là, moi, je ne les écoute pas. Ceux qui peuvent m'encourager, me donner l'espoir, je les écoute. Ceux qui me découragent aussi, je les écoute. Mais moi, j'ai mon œil, j'ai toujours en tête. Je sais que je suis venu chez moi, je ne vais plus sortir, je vais développer mon pays. Avec tout ce que vous avez vécu, comment vous vous sentez mentalement aujourd'hui? Maintenant, je peux remercier Dieu parce que ça va un peu. Sinon, le moment dont ça s'est passé, je vous assure que je croyais même que j'allais devenir fou parce que j'avais des troubles. Parfois, quand je me couche, je me lève comme ça en voulant courir parce que je me dis que soit les policiers me courent derrière ou je sais pas. En Algérie, tout le temps on court. Là-bas, on est devenus des sportifs. C'est pas parce qu'on veut faire seulement le sport, mais tout le temps on court derrière nous. Tout le temps, les policiers vous poursuivent comme des chiens parce que vous êtes seulement dans les pays. Donc, vraiment, ça agit sur la tête, ça agit. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, ça va un peu. Voilà. Parce que quand on est arrivé ici le 30, on nous a prescrit des trucs pour pouvoir voir notre santé et tout ça. Voilà. On remercie le gouvernement par rapport à tout ça aussi, qui a mis des trucs en place pour pouvoir accueillir des migrants et leur donner le droit d'avoir tout ce qu'ils veulent. On les remercie pour ça. Et Mme Aïdara aussi. Un programme a été mis en place par le gouvernement ivoirien afin de vous aider dans vos différents projets. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'État ivoirien? Ce programme, vraiment, je remercie le président pour ce programme qu'il a mis pour les jeunes parce que d'abord, on parle du pays, on parle de la jeunesse. On parle vraiment de la jeunesse. Et avec tous ces projets-là, je ne crois pas que la jeunesse peut encore sortir dans le pays et aller chercher encore ailleurs. Parce que vous avez la possibilité de pouvoir exercer des métiers dans votre pays, de pouvoir pratiquer des formations pour pouvoir évoluer dans votre pays. Donc vraiment, je suis heureux pour ça. Ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'il puisse nous aider au projet qu'on a décidé à faire. Voilà, on compte vraiment sur eux. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Pour l'avenir, mes projets pour l'avenir, pour pouvoir développer le pays, mes projets vraiment sont très simples. Je suis rentré chez moi, beaucoup de choses ont passé derrière moi. J'aimerais contribuer à l'évolution de ce pays aussi. Voilà. Mes projets pour l'avenir, je voulais vraiment, ce que je tiens à cœur, je voulais vraiment rentrer dans l'armée pour pouvoir faire la sécurité du pays. Voilà. Je voulais vraiment contribuer à la sécurité de ce pays, qui est la Côte d'Ivoire. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à vos frères qui veulent tenter aussi cette périlleuse aventure? Bon, en matière du conseil, je leur dirais simplement que la réalité qui se trouve sur le terrain, parce que nous, on ne nous dit plus, c'est nous, on va dire à des gens. La réalité qui se trouve sur le terrain, je vais les expliquer que voilà, on a vécu ça, on a vécu ça. Les gens vont vous blaguer pour vous dire que voilà, c'est comme ça, comme ça. Mais c'est faux.
C'est faux. Parce qu'on est allé sur le terrain, on a vécu, on a vu, on a entendu. Donc, c'est mieux que tu fais un programme, tu restes chez toi, tu développes ce que tu veux faire. C'est plus mieux qu'aller te mettre. Ça peut marcher pour toi comme ça peut ne pas marcher. Et dans le cas contraire, si ça n'a pas marché comme nous, tu reviens encore en arrière. Donc, moi, je préfère dire aux jeunes, si vous avez quelque chose en tête, faites-le chez vous. Faites-le chez vous, car chacun est bon chez soi. Chacun est bon chez soi. Donc, faites vos projets chez vous, c'est plus mieux. Le parcours d'Adama Traoré est emblématique de la situation des migrants qui traversent le désert pour atteindre l'Europe. Malgré les épreuves qu'il a subies, Adama Traoré a gardé l'espoir et la détermination de reconstruire sa vie avec l'aide de sa famille et des proches. Son parcours nous rappelle que derrière chaque migrant se cache une histoire.